Imaginez un peu, si on pouvait discuter avec Rembrandt. Vraiment, hein, pas juste lire un livre, mais échanger, là, comme ça. C'est, c'est une idée assez folle, non? Ça pique la curiosité. Oui, c'est une idée qui devient assez concrète, en tout cas du côté de Grenoble. Le fonds Glénat, là-bas, qui a une collection assez incroyable, s'est associé avec une boîte locale, Afert IA. Afertia, oui. Et ils ont créé un truc assez bluffant, apparemment. Exactement. Un hologramme interactif de Rembrandt. C'est ça. Alors, aujourd'hui, on va creuser un peu ça. On se base sur un article du Dauphiné Libéré qui date du 31 mai 2025. L'idée, c'est de voir comment ils ont fait ce mélange d'art, d'histoire, de technologie, et puis, qu'est-ce que ça donne au final? Concrètement, quand on y va, on se retrouve face à une projection 3D du maître. Il a sa palette à la main et il invite à discuter. Ah oui. Oui, c'est installé au couvent Sainte-Cécile, là où est le fonds Glénat. L'article parle vraiment d'une conversation en réalité augmentée. L'hologramme, c'est ça, l'élément ajouté à notre réalité. Mais ce qui m'interpelle, c'est cette promesse qu'ils font. Une vraie rencontre humaine, historique, émotionnelle. C'est fort comme mot pour une technologie, non? C'est très ambitieux, oui. Comment ils s'y sont pris pour lui donner vie à ce Rembrandt virtuel? Alors, c'est là qu'intervient Damien Bouévin et sa société Afert IA. Eux, leur truc, c'est l'IA conversationnelle et la 3D immersive. D'accord. Et pour Rembrandt, ils ont combiné plusieurs choses. L'intelligence artificielle pour qu'il puisse tenir une conversation, la photogrammétrie. La photogramme. Loin. Photogrammétrie. C'est une technique qui permet de créer des modèles 3D très réalistes à partir de photos ou de scans, pour son apparence donc. Et puis l'holographie pour le projeter, et bien sûr l'apprentissage machine derrière tout ça. Cet apprentissage machine, ça sert à quoi exactement? Pour que ça ne sonne pas trop robot? C'est ça, pour que l'IA comprenne mieux les questions, même si elles sont formulées bizarrement, et qu'elle puisse générer des réponses qui semblent plus naturelles, Plus adapté. mais toujours basées sur des faits réels, j'imagine. Absolument. Tout est fondé sur une base de données solide, avec des infos historiques, artistiques, tout ça croisé, pour que ça reste crédible. C'est pas un Rembrandt qui invente sa vie, quoi. Et son visage, son allure, Mhm. parce qu'il a beaucoup joué avec son image dans ses autoportraits Rembrandt. Oui, et ils se sont justement basés là-dessus, sur les autoportraits les plus célèbres. Apparemment, surtout, l'autoportrait au cercle, celui de 1661. Ah oui, celui où il a l'air un peu défiant. Exactement. C'est une œuvre super importante, qui appartient d'ailleurs à la Fondation Glénat, et recréer ça en 3D, ça a pris du temps. L'article dit plus de 6 mois. J'imagine le casse-tête. Il faut éviter de tomber dans le cliché, dans l'image un peu facile qu'on a de lui. Oui, ce que l'article appelle les raccourcis de l'imaginaire collectif. C'est ça. Tout en restant fidèle aux faits historiques. Comment on rend vivant quelqu'un comme ça sans le trahir? C'est délicat. C'est tout l'enjeu, oui. Il faut naviguer entre ce qu'on sait, ce qu'on imagine et notre regard d'aujourd'hui. Damien Boivin, le créateur, il a une longue expérience en 3D depuis 98 et c'est un passionné d'art. Ça a dû aider, j'imagine, pour trouver cet équilibre. C'est pas juste un avatar, quoi. C'est une tentative d'incarner quelque chose. C'est l'idée. Essayer de créer une présence. Et tout ça, ça se passe au fond Glénat. C'est pas n'importe quel lieu non plus. Ah non, pas du tout. C'est une collection privée hyper importante d'œuvres graphiques. Un vrai trésor. Ils ont plus de 200 pièces de Rembrandt. 200. 200. Oui, c'est énorme. Tellement que tout ne peut pas être exposé tout le temps. Donc cet hologramme, c'est aussi une façon de donner accès à l'artiste et indirectement à cette collection incroyable. D'accord. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire ce Rembrandt numérique? On lui parle de quoi? D'après l'article, on peut lui poser plein de questions sur sa vie, sa famille, ses techniques de peinture, de gravure, le contexte de son époque aussi. Les siècles d'or néerlandais, tout ça. Oui, et apparemment, il peut même donner un avis critique sur un tableau ou raconter des anecdotes, de manière assez vivante, ludique. Donc c'est plus qu'un gadget high-tech en fait. C'est une nouvelle forme de médiation culturelle qui mise sur l'immersion, l'interaction. C'est ça. L'idée, c'est d'utiliser la technologie comme un outil. Un outil pour rendre l'histoire de l'art peut-être plus accessible, plus engageante en tout cas. On sort de la simple contemplation. On entre dans un dialogue, même s'il est simulé. Exactement. Un dialogue simulé, mais qui peut être super instructif et puis stimulant pour la curiosité. C'est une fusion assez fascinante entre l'art, l'histoire et l'IA quand même. Bon, pour finir, ça soulève une question, je trouve. Au-delà de la prouesse technique, de l'émerveillement, est-ce que ce genre de rencontre virtuelle avec des figures du passé, ça peut vraiment changer notre relation à eux, à leurs œuvres? C'est bonne question.
Ou alors, où est-ce qu'on met la limite? La limite entre une reconstitution qui nous éclaire, qui est fidèle, et puis une illusion, peut-être séduisante, mais qui risque de simplifier, voire de déformer un peu notre vision de l'histoire. Qu'est-ce que ça change vraiment à notre rapport à l'art?